Bonjour, alors le président Trump vient de résilier un peu plus tôt cette semaine l'accord avec l'Iran sur le nucléaire et ça fait beaucoup jaser. Les gens disent encore une fois que Trump a reviré sa veste, qu'il est sous le contrôle des néoconservateurs aux États-Unis, qu'il est le pantin des zionistes, du lobby israélien, qu'il fait le jeu d'Israël, etc. Alors, on va voir dans cette vidéo un petit peu ce qui en retourne. Moi, je suis pas mal sceptique quant à ces interprétations-là. En général, quand j'analyse la politique du président Trump, en tout cas en ce qui concerne l'Iran, il faut l'inscrire dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, hein, il y a deux pays, il est passé par deux pays. Hein, il est passé par l'Arabie saoudite et par la Corée du Nord. Et en Arabie saoudite, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé demander au prince Salman de cesser le financement du wahhabisme, des rebelles en Syrie, de l'État islamique, hein? Donc, afin d'apaiser les tensions. Lui-même a coupé le financement aux rebelles dans le nord de la Syrie, les rebelles qu'on disait modérés, qui n'étaient pas du tout des rebelles modérés, qui tentaient de renverser le gouvernement Assad. Il a coupé aussi le financement récemment aux casques blancs, ces espèces d'observateurs qui sont là, liés à la CIA, au Mossad, qui sont jamais très loin de... Chaque fois qu'il y a une attaque au gaz en Syrie, ils sont toujours dans les parages, hein, bizarrement. Alors, il a coupé le financement aux casques blancs, aux rebelles modérés en Syrie. Il a demandé à l'Arabie saoudite d'en faire de même. Il a modifié la politique d'apaisement, je veux dire la politique de changement de régime en Syrie, donc dans une logique d'apaisement des tensions. En Corée du Nord, il a fait exactement la même chose. On pensait encore une fois qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais comme j'ai dit dans mon vidéo sur la Corée du Nord, l'administration Trump avait une politique d'apaisement et de réconciliation entre les deux Corées. Et là, on arrive à l'Iran. Mais ce n'est pas à cause qu'on arrive à l'Iran je veux dire que c'est complètement différent. Il faut lire sa politique en Iran dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et partout où est-ce qu'il est passé, il apaise les tensions. D'accord? Alors, voilà, il n'est pas du tout sous l'emprise des néoconservateurs ou du lobby sioniste. Il est dans une logique d'apaisement des tensions. Maintenant, voyons voir ces deux accusations. Là. On a accusé Trump d'être sous le contrôle des sionistes. Il faut savoir que dans la dernière campagne électorale, la communauté juive s'est opposée à Trump massivement. Hein. Normalement, les Juifs donnent à peu près aux États-Unis 70% de leurs dons lors des campagnes électorales au Parti démocrate, ils donnent 30% au Parti républicain, mais dans le cas de Trump, ça a été 95% au Parti démocrate et 5% pour la campagne de Trump. Hein. Ils l'ont snobé, comme on dit. Les deux gros financiers du Parti républicain, les deux gros financiers américano-israéliens du Parti républicain, Sheldon Adelson et les frères Koch, ont snobé également Trump. Les frères Koch ont financé tous les opposants de Trump lors des primaires. Hein, et finalement, quand Trump a remporté l'investiture, ont cessé toute activité, ont continué à le snobber, comme on dit. Pour Sheldon Adelson, qui est comme un propriétaire de casino à Las Vegas, qui est un homme très riche, il a snobé aussi Trump durant toute la campagne et c'est juste à la fin, en fait, je pense que c'est le dernier mois, alors que le vent semblait tourner en faveur de Trump, on se rendait compte que la candidature d'Hillary était boiteuse, qu'elle était possiblement malade et qu'elle ne se rendrait peut-être pas au fil d'arrivée. C'est à ce moment-là qu'il a fait un don à la campagne de Trump, hein, alors que les dés étaient déjà joués. Il n'y a personne qui est dupe là-dessus. Et son don n'a pas influencé la campagne. Trump a gagné par lui-même. Trump est d'ailleurs allé, hein, on se rappellera après le discours de West Palm Beach, qui est un discours essentiel dans la campagne de Trump. Il faudrait que les gens aillent le consulter sur Internet. Il y a des transcriptions du discours qui sont disponibles. Discours dans le cadre duquel Trump pointe du doigt les banquiers internationaux et leurs relais dans les médias, hein, comme cause de l'asservissement des États-Unis. Après ça, on l'a traité d'Hitler, hein, on l'a traité d'antisémite, d'Hitler. Oui, literally Hitler, comme on disait dans la campagne. Hein, Trump était le nouvel Hitler, vous vous en rappelez sûrement. Il y a eu des échos de ça ici dans les médias au Québec. Bien, il s'est présenté à l'AIPAC, hein, le American Israel Political Action Committee, qui est le lobby le plus riche et le plus influent à Washington. Il est allé, lors du discours à l'AIPAC, leur dire qu'il n'avait pas besoin de leur argent et qu'il a dit vous ne m'aimez pas parce que je n'ai pas besoin de votre argent puis je fais ce que je veux, essentiellement. Il est allé à la tribune devant 10 000 Juifs leur dire qu'il n'avait pas besoin de leur argent et que
il n'était pas apprécié par la communauté parce qu'il était indépendant d'esprit puis il ne pouvait pas se faire acheter. Imaginez un Lisée dire quelque chose comme ça. Imaginez les couilles que ça prend pour aller se présenter sur le podium et dire une telle chose. Il avait d'ailleurs été accueilli lors de la convention de l'AIPAC par des manifestants avec des pancartes, là, dites non à Hitler, etc. Alors, je veux dire, il y a des limites à dire que Trump est sous le contrôle de la communauté juive. Hein. Ça a été une relation passablement houleuse lors de la campagne. Maintenant, en ce qui a trait aux néoconservateurs, les néoconservateurs sont eux aussi, pour la plupart, des juifs d'allégeance trotskiste, marxiste radicale dans les années 70, là, un peu comme notre Québec solidaire, Jack Ising, etc., qui se sont convertis aux valeurs du conservatisme, qui ont investi le Parti républicain dans les années 70-80 afin de modifier la politique du Parti républicain, et d'en faire un parti plus interventionniste, afin que l'administration américaine utilise la puissance, l'armée américaine, afin d'intervenir contre les ennemis d'Israël. Les néoconservateurs, qui étaient pour beaucoup regroupés dans un think tank à la fin des années 90 qui s'appelait The Project for a New American Century, qui a produit un document dans le cadre duquel on disait qu'afin que les États-Unis puissent retrouver leur marge de manœuvre et leur capacité d'intervention partout dans le monde, ça prenait un Pearl Harbor. Il fallait que les États-Unis se fassent attaquer, subissent une grosse perte comme Pearl Harbor, afin de motiver l'opinion publique et de retrouver la capacité d'agir militairement dans le monde. Eh bien, peu de temps après, hein, George Bush a été élu et il a nommé les néoconservateurs partout dans son administration. Et comme par hasard pour eux, il y a eu le 11 septembre, ce Pearl Harbor, ce deuxième Pearl Harbor, qui leur a donné la capacité de mobiliser l'armée, l'opinion publique, afin d'intervenir partout dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Et il y a le général Wesley Clark, d'ailleurs, dont j'ai parlé dans mon vidéo sur le déluge migratoire, qui, peu de temps après le 11 septembre, il raconte ça dans une interview, il l'a raconté à plusieurs reprises. Il est arrivé au Pentagone peu de temps après le 11 septembre, et là, il y avait le branle-bas de combat au Pentagone, et il demande à un de ses assistants « Qu'est-ce qui se passe ici? On s'en va en guerre? » Et là, l'assistant se retourne et lui répond « Non, c'est bien pire que ça, général. On s'en va en guerre contre 7 pays. On va renverser 7 pays en 5 ans. » Hein? Alors, c'était ça le plan des néoconservateurs, c'était la reconfiguration complète de la carte, surtout au Moyen-Orient, d'éliminer tous les ennemis d'Israël en 5 ans. Et là, on parlait, je pense que les pays, c'est l'Iran, l'Irak, la Syrie, il y a le Yémen là-dedans, le Soudan, il y en a comme un ou deux autres, là, je ne me rappelle plus. On mettra la carte ici. Alors, ça a été le plan des néoconservateurs. Alors, les néoconservateurs qui, par ailleurs, ont opposé Trump durant toute la campagne. Hein? Je veux dire, ils faisaient partie de ce qu'on appelle les Never Trumpers, ceux qui ne voulaient rien savoir de Trump, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, qui ne se sont jamais ralliés à Trump, même s'ils étaient dans le Parti républicain, qui allaient toujours voter contre Trump, même s'ils étaient du même parti, qui se sont présentés à tous les micros, à toutes les émissions pour décrier Trump, pour le critiquer, pour le blâmer, Bill Kristol, John McCain, toute la gang, ceux qui s'opposent radicalement à Trump. Alors, quand on dit que les néoconservateurs ont un ascendant sur Trump, là, je reste les yeux grands écarquillés, ils se sont opposés à lui viscéralement depuis le début. Alors, il faut aussi mettre en parallèle les deux plans. Hein, le plan des néoconservateurs, hein, qui était la reconfiguration de la carte du Moyen-Orient, 7 pays en 5 ans, et le plan de Trump. Hein, c'est-à-dire 7 pays déstabilisés, faire la guerre dans 7 pays déstabilisés, faire des changements de régime dans 7 pays, alors que le plan de Trump, c'est quoi depuis le début? Comme j'ai dit là, au début de la vidéo, ben, c'est l'apaisement des tensions. Hein? Il est passé en Arabie Saoudite, il a négocié, il a enlevé le financement aux rebelles, il a, mis un terme à la politique de changement de régime en Syrie, mis la fin au financement du terrorisme, il est allé en Corée, encore une fois, c'est une politique de réconciliation. On voit que la politique de Trump, c'est à l'opposé complètement de ce que les néoconservateurs mettent de l'avant. Maintenant, la seule chose qu'on reproche à Trump, c'est d'avoir placé John Bolton, qui faisait partie du Project for a New American Century, qui est un faucon. Là. Il a placé John Bolton à la tête du National Security Council. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que John Bolton a une expertise, a une longue expérience de réflexion stratégique sur l'Iran.
Hein, il est sur le dossier depuis de nombreuses années et généralement, John Bolton a une politique de changement de régime en Iran. Alors, Trump utilise John Bolton comme une carte, là, hein, le place au National Security Council pour donner de la crédibilité à sa dissuasion militaire. Voilà. Alors, quand le cas de l'Iran sera terminé, il est fort à parier qu'il retirera John Bolton comme il a retiré tous ceux dont il n'avait plus besoin dans son administration. Et de dire, à cause qu'il a placé John Bolton à la tête du NSC, qu'il est sous l'influence des néoconservateurs, je veux dire, il faut prendre son gaz égal, comme on dit au Québec. C'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas Trump sous l'influence des Rothschild, du zionisme ou des néoconservateurs aux États-Unis. Trump est probablement le président le plus indépendant de l'histoire des États-Unis. Et comme j'ai dit aussi dans plusieurs vidéos, dans plusieurs de mes interventions, ce sont des patriotes qui sont venus chercher Trump, des patriotes qui en avaient marre de ces guerres interminables partout dans le monde et qui voulaient ramener les troupes à la maison. Hein, Trump a dit à plusieurs reprises durant la campagne, il a dit, je veux dire, on a dépensé des trilliards de dollars en conflits militaires et en nation building dans plusieurs pays au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on a eu de ça? Zéro. Je veux dire, vaut mieux reconstruire nos infrastructures aux États-Unis, nos hôpitaux tombent en ruine. Pourquoi on dépense de l'argent ailleurs? Ramenons les troupes et je veux dire, reconstruisons l'Amérique, Make America Great Again, etc. Ça a été ça son slogan durant la campagne et c'est à cause de ça que les néoconservateurs s'étaient opposés à lui parce qu'il n'avait pas une politique interventionniste. Maintenant, pour régler le problème, je veux dire, on est encore pris avec le marais, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, un autre slogan de Trump, c'était de vider le marais, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une composante internationale au marais. Il y a le marais qui est, je veux dire, l'aspect domestique du marais aux États-Unis, hein, avec les politiciens, etc., mais qui déborde un peu. On voit que ça touche le FBI, le département de la justice, la CIA, qui ont été impliqués dans toutes ces histoires visant à mettre des bâtons dans les roues de la candidature de Trump et quand il a été élu, de le destituer. Donc, le marais était beaucoup plus gros que ce qu'on pensait à l'intérieur de l'administration Obama, à l'intérieur des institutions américaines. Il y a une composante internationale au marais. Je veux dire, parce que l'État profond, ce qu'on appelle l'État profond, mais qui est aussi une organisation transnationale avec des ramifications un peu partout, avec des tentacules un peu partout, l'État profond a installé des bases arrières dans différents pays, dont la Corée du Nord et dont l'Iran. Et donc, la politique de Trump est une politique, comme j'ai dit, d'apaisement, mais aussi dans une logique de vider le marais, d'assainir le marais, autant à l'intérieur des États-Unis qu'à l'extérieur. Et ici, c'est ça qui est en jeu, je veux dire, avec l'Iran. Il semble y avoir, si on suit les messages de Q, il semble y avoir eu des transferts de technologies, il semble y avoir eu... toute cette histoire est mêlée d'ailleurs au dossier Uranium One. Hein, dossier Uranium One, c'est la firme russo-canadienne à laquelle les États-Unis, l'administration Obama, a vendu 20% de l'uranium des États-Unis. Et ce qui est allégué ici, c'est qu'il y a une partie de cet uranium-là qui a disparu, okay, et qui est possiblement utilisé soit en Corée du Nord ou en Iran pour développer une arme. Okay? C'est la raison pour laquelle, une arme nucléaire, c'est la raison pour laquelle l'administration Trump je veux dire, focalise sur l'Iran et la Corée parce que ce sont les deux récipients de cet uranium qui a été perdu lors des transactions avec la firme Uranium One. Maintenant, cet accord a été conclu par des mondialistes. Hein. C'est un accord qui a été conclu par Obama, par Hillary, par John Kerry, par je veux dire, les marionnettes des Rothschild, Macron, Merkel. Bon. Cet accord n'a pas de crédibilité. Hein, et il y a même un conseiller au ministère iranien des Affaires étrangères qui a dit si les Européens, si l'accord est résilié, on va donner les noms de tous les politiciens en Europe qui ont reçu des pots de vin pour faire passer l'accord. Okay? C'est un accord qui n'a presque aucune disposition pour vraiment vérifier sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Il y a d'ailleurs le vérificateur en chef de l'agence atomique de l'ONU qui vient de démissionner, probablement parce que son nom va être aussi mis en cause dans cette affaire de corruption. On lui a demandé de fermer les yeux sur certaines activités, etc. Tout ça, ça pue.
Et ça fait partie du marais, et c'est la raison pour laquelle Trump focalise sur l'Iran et veut renégocier l'accord. Il veut probablement faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de créer une bombe, de trouver l'uranium qui est perdu, et aussi d'empêcher l'Iran de développer, ce qui n'est pas le cas dans l'accord présentement, empêcher l'Iran de développer des capacités de missiles balistiques intercontinentaux. Voilà. Enfin, je vais vous laisser là-dessus. Une autre raison pour laquelle Trump s'oppose à cet accord depuis le début, il y a probablement eu des informations par l'intelligence militaire, par le général Flynn, qui est avec lui depuis le début de la campagne, sur ce qui se passe vraiment en Iran. Il l'avait dit d'ailleurs, il s'oppose à ça depuis le début des primaires. Au mois de février 2016, je pense qu'il décriait déjà l'accord iranien. On lui a donné des informations qu'il n'a manifestement pas partagées. Je vais vous laisser là-dessus, comme je dis, un courriel qui a été envoyé un courriel de John Podesta, toujours dans le dossier Podesta de Wikileaks, où est-ce qu'on dit, dans le courriel, on dit, c'est un assistant de John Podesta qui dit ah, eh bien, en signant cet accord-là, on laisse à la génération future le soin de ramasser les restes radioactifs au Moyen-Orient. Et il y a John Podesta qui dit yup. Alors, il savait très bien en signant cet accord-là que ça n'empêchait pas le nucléaire, que des armes nucléaires allaient être développées par l'Iran et que ça allait conduire à un conflit nucléaire, soit régional ou soit mondial. Ils le savaient très bien. Ils l'ont acquiescé dans le courriel de Wikileaks. Alors, il y a anguille sous roche. Et voilà, je ferai possiblement une vidéo un peu plus longue sur le dossier Uranium One et l'uranium qui a disparu. Q dit que c'est dans une logique similaire à celle qu'on trouve dans le film Sum of All Fears. Alors voilà, pour l'instant je vous laisse là-dessus. Moi je dis pour l'instant je fais confiance à la diplomatie Trump parce que jusqu'à maintenant, elle n'a jamais déçu. Elle s'oppose radicalement à celle des néoconservateurs. C'est une politique d'apaisement au lieu d'être une politique belliqueuse de changement de régime partout dans le monde. Voilà, merci. À la prochaine.